monde. Merci. Donc à mon tour, je vous remercie pour l'invitation et je vous remercie également pour la patience de m'écouter en dernier. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous en fait cette expérience de prise en charge multidisciplinaire que on œuvre tous en fait pour l'avoir pour nos patients. Donc on participe souvent pour cette prise en charge dans le cadre de l'appareil locomoteur et cette fois-ci en fait il y avait la particularité de prendre en charge mutuellement un patient qui certes présentait une spondylarthrite, mais le problème pour lequel on a été sollicité était plutôt d'ordre neurologique. Vu comme l'a présenté professeur Benbouaza, c'est un patient qui a fait une myélite tuberculeuse avec des troubles vésico-sphinctériens et donc on a dû gérer. Donc, je vais juste rappeler rapidement. Donc, le patient, il a été présenté en fait par professeur Benbouaza. Je vais reprendre juste un petit peu les mots-clés. Donc, c'est un jeune patient qui est célibataire et donc qui est suivi pour SPA depuis 2011, qui était mis sous ombrelle depuis 2017, puis arrêté en juin 2021. Pour nous, bon, c'est en mode de vie, c'est un patient qui est en rez-de-chaussée, donc il n'a pas d'escalier heureusement, qui a des toilettes à l'anglaise, mais qui est dépendant pour les transferts à cause de sa poussée, quand on l'a vu. Donc c'est un patient qui a présenté en avril 2021 un tableau de compression médulaire lente avec une paraparésie et des troubles vésico-sphinctériens à type de rétention urinaire et chez qui le bilan lésionnel avait montré des abcès tuberculeux multiples en intramédulaire et au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Et on va voir un petit peu pourquoi c'est intéressant pour gérer les troubles vésico-sphinctériens, ces localisations un petit peu multiples, en plus de la localisation pulmonaire. Donc le patient, il avait donc bénéficié de traitements antituberculeux, de la corticothérapie. Pour ce qui est des troubles vésico-sphinctériens, une sonde à demeure a été mise en place, mais en fait, à chaque fois que le patient renouvelait, les troubles persistaient, d'où en fait le patient, l'admission chez nous pour essayer de trouver en fait une solution. Alors à l'admission, donc le patient était en poussée à ce moment-là avec une VA qui était à 6 et un indice articulaire à 4 au niveau des deux genoux et des deux hanches. On n'arrivait pas vraiment à le mobiliser lors de l'examen clinique. Alors nous on l'a reçu, je pense que c'était le mois de décembre. Pour ça, il avait des flessomes réductibles au niveau des deux hanches et des deux genoux. Alors au niveau du rachis, on avait déjà donc une exagération de la syphose avec une limitation de l'ampliation thoracique. Sur le plan neurologique, le patient était très douloureux, donc on n'arrivait pas vraiment à faire un examen analytique pour bien évaluer la force musculaire, sachant que le patient il s'est présenté en chaise roulante à ce moment-là parce qu'il était très douloureux. Et donc la force musculaire globale semblait conservée, mais on n'arrivait pas à avoir un testing analytique. Sur le plan vésico-sphinctérien, alors la sensibilité périnéale était intacte, le tonus anal était conservé. Par contre, le patient, il avait une sonde à demeure et à ce moment-là, il avait en fait un protocole qui n'est pas toujours typique, c'est-à-dire il changeait la sonde tous les 3 jours, ce qui fait quand même un rythme très rapproché. Heureusement, il n'avait pas une notion de fuite ni d'infection urinaire fébrile. Il avait également des troubles de transit, puisqu'il avait une selle toutes les 4 jours, que le patient faisait aux toilettes, mais comme il était très douloureux, il était en fait dépendant, il ne pouvait pas assurer les transferts tout seul, donc en fait il était dépendant de sa famille pour ce transfert aux toilettes, sachant que l'équilibre assis était normal. Donc en fait, quand on a reçu ce patient, l'objectif pour nous était de rétablir une fonction vésico-sphinctérienne optimale, d'essayer d'améliorer son transit intestinal, de restaurer les capacités fonctionnelles et d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie. Alors aujourd'hui, vu ce qui a été demandé, donc je vais vous parler également juste ce qu'on a fait par rapport à la fonction vésico-sphinctérienne, également pour ce qui est du reste de la prise en charge, comme le patient habite à Tanger, donc il y avait une collaboration avec l'équipe de Tanger pour pouvoir un petit peu suivre le patient. Donc pour nous, l'idéal c'était de retirer cette sonde à demeure et d'assurer une vidange vésicale sans danger pour le haut appareil. Sauf que ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut comprendre, si on veut enlever cette sonde à demeure, le patient déjà il n'arrivait pas à déclencher. Et donc il faut comprendre c'est quoi le problème. Pourquoi il n'arrive pas à déclencher sa miction? Est-ce que c'est un problème de vessie? Est-ce que c'est un problème de sphincter? Et du coup, il nous fallait en fait évaluer déjà la morphologie vésico-rénale, évaluer le retentissement de la vessie sur le haut appareil. Déjà, quand on l'a reçu, il y avait déjà ces troubles-là, et donc il faut voir est-ce qu'il y avait déjà un retentissement, et évaluer comment se comporte la vessie et comment se comporte le sphincter pour essayer de décider un petit peu de la meilleure conduite à tenir. Donc juste pour voir un petit peu
Pourquoi il nous fallait un peu tous ces éléments? Donc juste un petit rappel un peu sur la physiologie vésico-sphinctérienne. Donc en fait, la miction et la continence sont des activités réflexes. C'est des activités qui sont intégrées au niveau médulaire, sacré et dorsolombaire. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au début, le fait qu'il ait ces lésions médulaires multiples et à des niveaux un petit peu étagés explique un peu pourquoi on n'arrivait pas à avoir une sémiologie exacte des troubles qu'il peut avoir. Alors, le contrôle vésico-sphinctérien est soumis à un double contrôle neurologique, à la fois automatique et volontaire. En fait, le contrôle volontaire, c'est le système nerveux somatique, c'est ce qui nous permet d'ordonner ou de refuser une miction. Et le contrôle automatique qui dépend, lui, du système sympathique et parasympathique, il nous permet une alternance des phases de remplissage et de miction, mais surtout la coordination vésico-sphinctérienne, c'est-à-dire au moment où la vessie se contracte, il faut que le sphincter se relâche et inversement. Alors, ces différentes fonctions, en fait, ils sont situées à différents niveaux. Donc, tout d'abord, au niveau sacré, il y a le centre somatique sacré qui permet de contrôler le sphincter strié urétral. Et donc, ça, c'est les muscles du plancher périnéal, c'est le nerf pudendal dans les racines sont sacrées, S2, S3, S4. À ce niveau-là, également, il y a un centre parasympathique qui permet de commander la contraction du détrusor et donc d'initier la miction. Au niveau dorsolombaire, il y a le centre médulaire sympathique qui est inhibiteur, qui lui, il permet la fermeture du col vésical et la relaxation du détrusor, donc c'est un centre de continence. Il y a également donc le centre cortical somatique qui permet le contrôle volontaire de la miction, c'est-à-dire donner l'ordre de la miction. On a les centres diencéphaliques qui règlent la motricité automatique et le réflexe mictionnel. On a les centres protubérantiels qui agissent sur la synergie vésico-sphinctérienne. Donc, comme j'ai dit, c'est le relâchement sphinctérien coordonné à la contraction vésicale mictionnelle. On a les centres limbiques qui sont impliqués dans le contrôle instinctif et émotionnel. Et on a les centres cortico-végétatifs qui jouent un rôle dans la programmation du cycle miction-continence. Donc, en fait, l'ensemble de ces centres sont impliqués. Et donc, pour avoir une miction comme on la connaît et qui est qualifiée de normale, il nous faut que tous ces centres soient intègres. Et une fois on a une lésion qui est éparpillée, il faut comprendre un petit peu c'est quoi le problème, parce que en général le patient, soit on a qu'il soit en rétention ou en fuite, c'est juste une conséquence qu'on voit, mais qui ne permet pas de comprendre exactement où est-ce qu'il est le problème pour pouvoir agir. Donc pour avoir en fait une phase de continence qui soit correcte, il faut que j'ai donc un impératif biomécanique qui est une pression urétrale supérieure à une pression vésicale, mais il me faut une vessie qui se remplit à basse pression, c'est-à-dire une paroi vésicale qui est intacte, qui a les capacités qu'on appelle de viscoélasticité, qui se laisse remplir sans qu'il y ait de problème. C'est ce qu'on appelle la compliance vésicale et qui me permet de protéger les reins, vu qu'elle me protège contre le reflux vésico-urétéral. Et il me faut également un tonus urétral de fermeture, c'est-à-dire un urètre qui a également des propriétés viscoélastiques intactes, un plexus vasculaire sous-muqueux, un tonus sympathique de fermeture et un sphincter strié qui est présent. Pour pouvoir avoir une phase mictionnelle efficace, il me faut une sensibilité vésicale, c'est-à-dire une vessie qui sent qu'elle s'est remplie pour pouvoir en fait stimuler cet ordre mictionnel, donc la stimulation des tensorécepteurs au niveau de la vessie, ce qui va activer le centre mictionnel pontique et générer un influx excitateur pour contracter la vessie et un influx inhibiteur pour relâcher le sphincter strié. C'est ce qui nous permet à la fin d'avoir une miction synergique, facile, complète et à basse pression. Donc si on extrapole maintenant ça chez notre patient, donc au début il nous a fallu en fait évaluer la morphologie vésico-sphinctérienne pour voir ces propriétés en fait de la paroi vésicale, pour voir un petit peu est-ce que ça répondait déjà à ces impératifs. Donc une échographie vésico-rénale qui nous a objectivé une vessie qui était donc de bonne capacité. Donc il n'y avait pas une vessie ce qu'on appelle éclatée où on va trouver par exemple 1 litre d'urine ou 1,5 litre. On n'a pas une vessie avec paroi de lutte, donc la paroi vésicale était intacte, à paroi fine, et on n'avait pas de signe de retentissement rénal vu que les reins étaient de taille normale et avec une bonne différenciation corticomédulaire.
Il fallait également faire un bilan de retentissement, donc voir est-ce que la fonction rénale est intacte et s'il n'y avait pas d'infection. Le patient ne présentait pas d'infection urinaire fébrile, mais il avait une colonisation, étant donné qu'il avait une sonde à demeure. Et donc, il y avait une infection urinaire à Escherichia coli qui était sensible, qu'on a traitée. Et puis, il fallait évaluer la fonction vésico-sphinctérienne pour pouvoir décider. Et pour ça, donc, on a réalisé un bilan urodynamique. Donc, c'est un bilan qui essaie de reproduire un petit peu la fonction vésicale normale pour voir un peu comment ça se comporte. Donc, au moment du remplissage, on a évalué un petit peu la sensibilité vésicale. Alors, ce qu'on a remarqué au moment du remplissage, c'est que le patient, il avait quand même une bonne sensibilité vésicale. Et voir, vu qu'il a senti le remplissage à 100 ml du remplissage, sachant qu'en temps normal, il ne faut commencer à sentir la vessie se remplir qu'à 150 millilitres. Et après, il y avait également ce qu'on appelle un télescopage des besoins, étant donné que le patient il a senti rapidement la vessie se remplir. Par contre, cette sensibilité ne s'accompagnait pas de contraction. C'est-à-dire que même s'il sentait la vessie se remplir, il n'arrivait pas à contracter sa vessie, il n'arrivait pas à augmenter la pression vésicale. Alors certes, il n'a pas fait de fuite parce que la vessie ne se contracte pas et il n'a pas pu déclencher une miction spontanée, même si on lui a donné l'ordre de déclencher la miction. Et donc, en fait, c'est une vessie qui n'arrive pas à avoir un influx excitateur, qui n'arrive pas à se contracter chez ce patient. Et le problème, donc, il n'est pas sphinctérien. Une profilométrie également a été réalisée pour analyser également la situation du sphincter et on a retrouvé que son sphincter en fait était déficient, il n'avait pas une contraction sphinctérienne qui était suffisante pour assurer. Par contre, le patient n'avait pas de fuite. Pourquoi? Parce que même s'il n'a pas une bonne contraction sphinctérienne, il n'a pas une contraction vésicale non plus. Donc en fait, c'est l'absence de contraction vésicale et l'absence de contraction sphinctérienne qui permettait quand même d'avoir cette continence pour le patient et ne pas avoir de fuite. Cependant, en voyant un petit peu ce résultat, on sait que déclencher une miction n'est pas possible chez ce patient. Et donc, pour traiter ou trouver une alternative, on ne peut pas choisir un mode mictionnel spontané. Il fallait un mode mictionnel, en fait, par sondage, mais pas de sonde à demeure, vu les complications qu'elle peut donner en termes d'infection, en termes de lithiase, en termes de gènes en fait, fonctionnels et d'autonomie en mode de vie. Donc, en fait, il nous fallait opter plutôt par un sondage intermittent. Et pour assurer une autonomie, il fallait apprendre aux patients à faire ces sondages intermittents, donc un autosondage. Par contre, pour contrôler l'espacement entre les différents sondages, vu que le patient avait une hypersensibilité vésicale, donc il fallait un petit peu calmer, on va dire, la sensibilité vésicale par un traitement anticholinergique pour qu'il ne sente pas ses besoins qui apparaissent, comme on a vu, très rapidement à 100 ml. Donc on a mis le patient sous traitement et on lui a appris l'autosondage. Comme c'est un jeune patient qui n'a pas de déficit en fait, au niveau des membres supérieurs, il n'y a pas de limitation articulaire. Donc ça a été bien réalisé. Donc le patient nous a fait en fait, des calendriers mictionnels. Donc c'est lui qui faisait les sondages chez lui. Alors premier objectif, atteint, on n'a pas de fuite entre les différentes mictions. Donc le patient, il est propre entre les sondages. Donc il n'a pas besoin de porter une poche ni aucune protection. Par contre, on a des volumes qui sont très importants. Donc par rapport à des entrées de 1 litre, le patient a des sorties à peu près de 4 litres avec des mictions qui arrivent à 700 voire 900 millilitres. Alors on n'avait pas vraiment d'explication pourquoi il y a ce volume mictionnel qui est important. On a revérifié avec le patient un petit peu les apports, on a revérifié un petit peu ce qu'il prenait. On a demandé. Donc, en fait, on a la confirmation que c'est des vrais volumes, c'est pas erreur de lecture en fait du recueil. Donc, on a demandé quand même un avis endocrino pour voir est-ce qu'il y a un trouble associé. Bon, pour l'instant, c'est à surveiller, donc on n'a pas encore à la suite pourquoi ce problème de diurèse. En tout cas, on continue le suivi avec l'endocrino pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait expliquer cette modification de la diurèse. Donc, pour conclure, alors les troubles vésico-sphinctériens, ils sont courants et fréquents au cours des maladies neurologiques. Ces troubles retentissent sur la qualité de vie
et sur le confort personnel. Elles engagent le pronostic rénal, voire vital, via les infections urinaires. Les objectifs de la prise en charge sont tout d'abord d'assurer une vidange vésicale non dangereuse pour le haut appareil urinaire et d'améliorer le confort du patient en facilitant la miction et en évitant les fuites. Alors, cette prise en charge impose une analyse sémiologique du fonctionnement de la vessie et une exploration paraclinique optimale. Je vous remercie.